Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où, comme promis, je vais vous parler un petit peu de la fonction arctangente. Donc c'est une fonction qui fait peur, c'est vrai, mais qui est quand même vachement sympathique à plein de points de vue et donc je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors tout d'accord, on va parler de la fonction tangente. Donc la fonction tangente, je vous ai mis son graphe ici, vous voyez, elle est définie par sinus x sur cos x. Alors forcément, partout où cosinus s'annule, elle n'est pas définie, donc en moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, etc., elle n'est pas définie, donc... Ok, donc voilà, c'est une fonction sinon qui est croissante, etc. On peut calculer sa dérivée, c'est 1 plus tangente carré, ça je pense que vous avez déjà vu, etc. Mais voilà, qui n'est pas définie partout, mais sinon qui a cette tête-là. Et donc évidemment qui n'est pas objective, parce que voilà, la valeur 0, elle la prend en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, etc. Elle est pi périodique, donc voilà. Mais donc comme d'habitude, comme on a vu pour arcsinus et arccosinus, si vous avez vu la vidéo précédente, on prend juste un petit bout. On va prendre une petite branche, là, celle qui passe par 0, là, hop, 3 pi sur 2, donc celle-là, voilà, elle est croissante, strictement, elle est continue, donc elle a toutes les propriétés qui vont bien. Strictement croissante, continue, la limite, c'est moins l'infini en moins pi sur 2, plus l'infini en plus pi sur 2. Donc elle est bijective, voilà, donc on peut prendre son application f-1, et donc la fonction arctangente, qui s'appelle arctan, la arctangente, c'est la bijection réciproque de cette application f, voilà. C'est pas plus que ça. Et effectivement, voilà, quand on appuie sur la touche tangente -1 dans les machines, c'est exactement ce que ça fait. D'accord. Donc voilà, c'est la fonction réciproque de celle-là. Autrement dit, c'est une fonction qui a cette tête-là. D'accord. Donc elle va de R dans moins pi sur 2, donc elle est définie partout, n'importe quel nombre. Alors là, 37 000, vous pouvez faire arctangente, tout va bien. Ok. Et voilà, elle est croissante, elle est tout sympathique. Donc arctangente de x est toujours compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Okay. Elle est impaire, c'est comme arcsinus, on va appeler, donc arctangente de moins x, c'est égal à arctangente de x, donc voilà, c'est juste par définition, parce qu'en fait, tangente aussi l'était, donc bon. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, un premier exemple d'utilisation, c'est de tout ramener entre -1 et 1. C'est-à-dire qu'on a besoin, donc une fonction d'activation, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, sinon c'est pas très grave, c'est utilisé dans les réseaux de neurones. On a des petites variables, en fait on fait des calculs un peu au hasard, on règle des paramètres, on a des nombres, mais on veut toujours se ramener entre -1 et 1. D'accord. Donc des fois ça peut déborder, hop, on applique une fonction d'activation pour ramener notre résultat entre -1 et 1. Et donc 2 sur pi arctangente x, c'est une astuce. Bon, des fois entre 0 et 1, des fois entre -1 et 1, mais entre -1 et 1, voilà. Vous prenez une formule très compliquée, et vous les ramenez vos résultats entre -1 et 1, vous calculez 2 sur pi arctantique du truc. Plus ils sont grands, vous voyez ça reste, elle est croissante, donc le classement de toutes les valeurs que vous avez obtenues reste dans le même ordre, mais ça permet de toutes les ramener, -1 et 1. Donc voilà, une première utilisation possible de la fonction arctangente. Géométriquement, alors qu'est-ce que ça représente? Voilà, si vous avez une certaine hauteur x ici, vous savez, arctangente de x, c'est l'angle tel que la hauteur ici soit égale à x. Okay. D'accord. Parce que voilà, le sinus et le cos, on voit bien visuellement, on a l'habitude, vous savez, quand on prend un angle comme ça, le sinus c'est l'ordonnée, le cosinus c'est l'abscisse, la tangente c'est cette hauteur-là. Ça on ne le sait pas forcément, d'accord. C'est la longueur de ce truc-là. Okay. Donc voilà, ça c'est x, c'est la tangente de l'angle. Okay. Bon, c'est pas bien compliqué, parce que c'est, vous savez, c'est avec la formule TOA, le SOHCAHTOA, TOA, la tangente est opposée sur adjacent. Donc voilà, là l'adjacent il fait 1. L'opposé il fait tangente, donc voilà, tangente c'est opposé sur adjacent. Donc si adjacent vaut 1, tangente est égal au côté opposé, dans un triangle rectangle, vous voyez, donc c'est pas non plus un mystère absolu. Ok. Et donc la tangente de l'arctangente x, ça c'est fait pour. D'accord. Je prends d'abord tangente moins un nombre et je reprends tangente de ça derrière, j'obtiens le nombre du début. Ça voilà, arctangente 37 000, hop, tangente 37 000. Ça, jusque-là tout va bien. Et puis par contre, dans l'autre sens, donc ça ne marche que si x est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, d'accord. Sinon, voilà, ça change. Sinon, c'est arctangente de tangente x, ça ne fait pas forcément x, ça va faire un alpha tel que tangente alpha égale à tangente x et alpha entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ok, donc voilà. Ça se ramène, il n'y a pas le choix, arctangente, et ça va toujours entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc si au début vous avez pris un nombre qui n'était pas dedans, ça ne peut pas revenir en arrière, quoi, voilà. Ok. Bon. Alors maintenant, pour trouver sa dérivée, donc même astuce que pour arcsinus et arccosinus, on va dériver la formule tangente de arctangente x égale x. D'accord. Donc ça peut être utilisé pour plein de trucs, pour trouver la dérivée d'exponentielle ou ce genre de choses. C'est défini comme la réciproque de log, par exemple, qui est elle-même définie comme la primitive de 1 sur x annulant 1. On va trouver que la dérivée d'exponentielle, c'est égal à exponentielle avec cette astuce-là. Ok. Donc, on prend l'identité, voilà, f de f-1 égale identité, et puis on dérive de chaque côté. Donc, alors, il faut déjà dériver tangente de quelque chose. Donc là, effectivement, il faut se rappeler que c'est la dérivée de tangente u
de x, donc c'est la formule générale de dérivée d'une composition, c'est la dérivée de tangente en u multipliée par u'. Donc la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré. Donc la dérivée de tangente u de x, c'est 1 plus tangente carré de u de x fois u' de x. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est la formule. Donc dérivée de tangente de arc tangente x, ça veut dire que je fais ça avec u de x égale arc tangente x. Ok? Donc bah, qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'obtiens 1 plus tangente carré de arc tangente x fois la dérivée de arc tangente x égale 1. Ok? Jusque-là, tout va bien. Mais là, ça c'est super cool parce que ça fait x2. Donc finalement, arc tangente x, la dérivée, c'est 1 sur 1 plus x2. Chouette, non? Alors là, c'est un truc de dingue. Je ne me rendais pas compte parce que arc tangente, c'est quand même un truc qui a l'air compliqué. Vous voyez, on a du mal à le définir déjà la tangente. Alors voilà, tu prends le sinus d'un angle, tu prends un angle, tu prends la longueur qui est là, ou tu prends le sinus divisé par cosinus, machin. Pas simple, d'accord? Bon. Arc tangente, c'est la fonction qui fait le contraire. Hein. Tu donnes une longueur, trouver l'angle qui correspond, les machins, les trucs, bah, sa dérivée, clac. Alors ça, c'est dingue, vous voyez? Hein, alors sinus, c'était 1 sur racine de 1 moins x2, ok, c'était pas très compliqué non plus, mais ça, c'est encore plus simple, vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. C'est une fonction qui est quand même pas bien compliquée, quoi. Bah, figurez-vous qu'on ne savait pas trouver de primitif de ce truc-là. Si on ne connaît pas arc tangente, on ne sait pas trouver de primitif de 1 sur 1 plus x2, quoi. D'accord? Donc les fractions rationnelles, tout ça, j'ai déjà dit plusieurs fois, oh, on sait intégrer les fonctions rationnelles. Oui, d'accord, mais il faut connaître arc tangente. Si on ne connaît pas arc tangente, on ne sait pas. Donc plus généralement, bah voilà, si on a une formule une fonction qui s'écrit u' sur 1 plus u2, d'accord, et bien du coup, la primitive de ça, bah, c'est arc tangente u de x plus une constante. Ok, donc avec arc sinus, c'était u' sur racine de 1 moins u2, on sait faire, ok, bah là, il n'y a pas de racine, vous voyez, c'est juste u' sur 1 plus u au carré, et bien on sait faire ça. Ok? Donc voilà. Donc c'est une formule qui est super cool. Exercice, tiens, pour rigoler, trouver le primitif de x associe 1 sur exponentielle moins x plus exponentielle x. Ouais, allez. Alors voilà, pas évident. C'est dommage parce que exponentielle x sur exponentielle moins x, trouver une primitive, c'est pas dur. Hein. Ça fait exponentielle x moins exponentielle moins x, mais là, 1 sur ça. Alors l'astuce, en fait, évidemment, c'est que c'est presque cette forme-là, mais il faut le voir, quoi. Donc c'est de multiplier par exponentielle x en haut et en bas. Parce que si je fais ça, hop, j'obtiens exponentielle x en haut, ça fait pour, et en bas, 1 plus exponentielle x au carré. Et comme la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x, j'ai exactement cette formule avec u égale exponentielle x. Donc la primitive de ça, bah, c'est arc tangente exponentielle x plus une constante. Oui, bah, vous n'alliez pas le deviner comme ça. Hein. Ceux qui disaient, ouais, je cherchais avec un exponentiel, j'ai bien trouvé. Non, si vous ne pensez pas à arc tangente, là, vous n'avez pas trouvé. Hein. Donc vous voyez, c'est le genre d'exo impossible. Si on ne pense pas à arc tangente, si on ne connaît pas cette astuce-là, si on ne cherche pas à la faire apparaître, voilà. Là, vous pouvez planter tous vos copains. Hein. Vous dites, tiens, un petit exo pour rigoler. Toi, t'es fort en primitive. Vous dites, tiens, vas-y, primitive de ça. Quoi. Là, vous êtes tranquille. Bon. Alors, donc là où c'est plus utile, parce que là, c'était très marrant, mais enfin voilà, c'est que bah, on peut faire une primitive de 1 sur x2 plus bx plus c. Alors, on va me dire, pourquoi tu dis quand delta est négatif? Parce que si delta est positif, alors du coup, là, ça se décompose, hein, ça se met en produit de facteurs de degré 1, on peut développer en éléments simples, là, cette fraction rationnelle, ça crée une constante sur x moins x0, ou moins x moins x1, et une constante sur x moins x2, enfin bref. Donc, on sait faire, ça fera du log de machin. Mais si on ne peut pas factoriser, là, donc, on ne sait pas faire. Voilà. Si delta est négatif, là, je ne peux pas factoriser ce truc-là. Comment je trouve une primitive de ce machin-là? D'accord? Eh bien, grâce à arc tangente, on va pouvoir le faire. Alors attention, hop, on accroche les ceintures, un petit peu de calcul de bourrin, ça ne fait jamais de mal. On va commencer par refaire l'expression canonique, donc là au début, normalement, c'est le truc que vous avez déjà vu. Hein, vous savez, ce truc-là, là, je recommence à dire que bah, c'est le début de l'identité remarquable a fois x plus b sur 2a au carré. Effectivement, si je développe ce truc-là, bah, ça va faire ax2, ok, il est là. Le double produit, 2 fois b sur 2a fois x, bon bah donc les deux s'éliminent, ça fait b sur ax fois a bx, très bien, plus b sur 2a le tout au carré fois a. Donc b carré sur 4a2 fois a, donc b carré sur 4a. Donc je fais moins b carré sur 4a, et hop là, là j'ai obtenu les deux premiers termes. Donc il reste plus c, voilà, plus c. Ok? Donc normalement vous l'avez déjà fait ce calcul, hein, quand vous avez fait la preuve de la résolution des équations de second degré, tout ça, mais bon, toujours bien de le refaire un petit peu. Ok, bon bah très bien, alors maintenant je fais ce truc là, ça c'est le truc classique, vous savez, si je mets moins sur 4a en facteur, là au point de vue, hop, je mets sur moins 4a, donc moins 4ac, hein, ça fait
moins b carré moins 4ac sur 4a, donc moins delta sur 4a, c'est le truc classique justement pour résoudre. Après on dit, ah bah voilà, si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Bah, pourquoi? Parce que ça fait un truc positif plus un truc positif. Oui. Donc, ok, donc voilà, donc truc classique. Alors attention, parce que maintenant là je veux faire apparaître un 1 en bas, vous savez, c'est ma formule, hein, c'est U' sur 1 plus U2, donc déjà il faut un 1. Donc là j'ai une constante qui n'est pas 1, donc je multiplie par 4a sur delta, allez. Donc voilà, donc c'est pas de problème, delta est strictement négatif, donc il n'y a pas de souci, ça ne peut pas valoir 0, donc ok. Donc du coup, bah, alors là ça faisait a fois 4a sur delta, ça fait 4a carré sur delta. J'ai même multiplié par moins 4a sur delta, hein, donc pour avoir plus 1 ici. Donc ça fait 4a carré sur moins delta, mais moins delta c'est un nombre positif, hein, ça fait peur, on dit moins, mais delta est négatif. Hein. Donc ça c'est bien un nombre positif, ok. X plus b sur delta au carré, plus 1, et puis en bas, bah, j'ai multiplié par 4a sur moins delta. Voilà. Ok, en haut et en bas, j'ai multiplié par ça. J'obtiens ce truc-là. Donc là, voilà, on n'en est pas loin, on se rapproche de notre truc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien, j'ai rentré ce nombre-là dans le carré. Pourquoi? Parce que ce nombre-là est un nombre positif, malgré le moins delta. Hein. Ça, c'est un nombre positif, donc je peux le rentrer, prenant sa racine, donc ça fait 2a sur racine de moins delta. Hop, je multiplie tout ce qu'il y a dedans par 2a sur racine de moins delta. Ok, bon voilà, jusque-là, bon, ok. Ok, bon, il faut que A soit positif, sinon ce serait valeur absolue. Ok. Donc voilà, donc ok. Et j'obtiens donc ce truc-là. Et là, eh ben, j'y suis presque. Pourquoi j'y suis presque? Parce que donc, moi ce que je cherche, c'est U' sur 1 plus U2, d'accord? Donc là, si je mets ça comme ça, je l'ai presque. Pourquoi? Parce que là, j'ai bien 1 plus U2, ok? Mais il me manque U'. Et U', bah, c'est juste 2a sur racine de moins delta. Et là, j'ai presque. Hein. Je suis juste 4a sur moins delta. Donc si je mets 2 sur racine de moins delta en facteur, là, je le mets devant pour pas que ça m'ennuie. Ce qui me reste là, c'est 2a sur racine de moins delta. Donc la dérivée de ce qu'elle a. Et donc là, j'ai enfin obtenu U' sur 1 plus U2. Ok? Donc voilà, donc je réécris ce qu'on a obtenu là. Et donc la primitive de ça, ben, c'est la constante, 2 sur racine de moins delta, fois arc tangente de ce truc-là. D'accord? Donc voilà les primitives. Ok, c'est un calcul de la mort. Hein. Mais et évidemment, on n'apprend pas ça par cœur. Hein. On le refait. Si on obtient une primitive, tiens, 1 sur 3x2 plus, je sais pas moi, plus x plus 3, hop, on refait le calcul, quoi. Et donc voilà, c est une constante. Alors j'ai mis un petit c, c'est pas le même c qu'au début, oui, c'est une boulette, j'aurais pas dû mettre ça. Les primitifs sont racine de ça plus grand C, j'aurais dû mettre. Ok, vous m'accordez. Voilà. Allez, maintenant c'est terminé pour les primitives. On a vu que c'était chouette pour calculer les primitives, mais on va encore un petit peu parler d'arc tangente parce qu'on peut faire des trucs rigolos avec arc tangente. Le fait que sa dérivée soit si simple, ça me permet de faire des trucs assez marrants. Alors, on va commencer par une formule que peut-être vous connaissez, enfin que normalement vous connaissez, j'espère que vous connaissez. Formule super importante, hein, c'est la somme des termes d'une suite géométrique, vous savez, 1 plus x2 plus jusqu'à x puissance n-1. Vous devez savoir que c'est, je me suis encore planté, c'est 1 moins xn sur 1 moins x. Là j'ai mis plus 1 parce qu'au début je me suis dit tiens je vais aller jusqu'à n et hop, 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 là, si je vais jusqu'à n c'est la bonne formule. Mais là je vais jusqu'à n-1 donc là j'aurais dû mettre 1 moins xn. Voilà, donc vous corrigez vous-même. Ok, pas très grave. Donc parce qu'après je vais faire n tend à l'infini de toute façon donc on s'en fout. Donc si valeur absolue de x est strictement plus petit que 1, donc quand n tend à l'infini ça disparaît. Et donc finalement je peux dire bah voilà la limite de cette somme là, quand n tend vers plus l'infini, bah, c'est 1 sur 1 moins x. D'accord? Donc voilà, hein, pour si valeur absolue de x est strictement plus petit que 1, ça a une limite, cette somme là. D'accord? Et puis c'est 1 sur 1 moins x. Ok? Donc vous me dire, ok, bon, très bien. Alors ça veut dire par exemple si je prends x égale, je sais pas moi, 1,5, voilà, bah, du coup je trouve que la somme de 1 plus 1,5 plus 1 quart plus 1 huitième plus 1, ça fait 1 sur 1 moins 1,5, donc qui fait 1,5, ben 1 sur 1,5 ça fait 2. Voilà, c'est un truc que vous connaissez peut-être, hein, 1 plus 1,5 plus 1 quart plus 1 huitième, etc. c'est envers 2. Là, ça généralise cette formule, voilà, pour n'importe quelle valeur x strictement comprise entre moins 1 et 1, on a une petite valeur rigolote. D'accord? Il y a des gens rigolos qui s'amusent à appliquer cette formule-là pour x égale moins 1, et qui disent du coup 1 plus moins 1 plus 1 plus moins 1 plus 1 plus moins 1, ah bah ça, je prends x par moins 1, ça fait 1,5. Hein. Moins 1, c'est 2. Il y en a qui justifient comme ça, il y a des petites vidéos un peu plus ou moins humoristiques, rigolotes, pseudo-mathématiques, là, qui disent ah ouais, 1 plus moins 1, 1 plus moins 1, 1 plus moins 1, 1 plus moins 1, ça fait 1,5. Ah, cool. Voilà, en appliquant ça à une formule qui ne s'applique pas. Mais voilà. Ok, je ne vais pas parler de ça là, c'est marrant, hein, mais moi j'essaye de faire des trucs un peu sérieux. Donc voilà, donc cette formule-là, elle est très chouette. Maintenant, si je le remplace x par moins x,
juste pour le fun. Donc voilà, donc j'ai du coup que 1 sur 1 plus x, hein, et ben, ça fait somme des moins x puissance i, donc moins 1 puissance i x puissance i. Ok, bon, je ne sais pas si vous me voyez venir avec mes gros sabots, là, j'ai bientôt arrivé à arctangente. Hein, parce que maintenant, je vais remplacer cette formule, au lieu de remplacer x, je vais remplacer x par x2. Et donc, ça fait somme des moins 1 puissance i, x puissance 2i. D'accord? Si x est compris entre moins 1 et 1, x2 est compris entre 0 et 1, donc bien entre moins 1 et 1, donc ça fait du sens. Cette formule-là s'applique tout le temps. D'accord? Donc, pas de problème. Donc, ok. Donc, 1 sur 1 plus x2, c'est ça. Bon, et alors? Et alors, 1 sur 1 plus x2, c'est la dérivée d'arctangente. D'accord? Arctangente x, c'est la primitive de ce truc-là. Et donc, si je fais le signe primitif de chaque côté, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens finalement qu'arctangente x, c'est la primitive entre 0 et x, hein, parce que c'est nul en 0, de la limite quand n tend plus l'infini de cette somme entre 0 et n des moins 1 puissance i t puissance 2i dt. Voilà, voilà, voilà. Et le truc, c'est que là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas encore fait la théorie des séries entières et tout ça, mais ça ne va pas tarder parce que c'est un cours que je dois enseigner l'année prochaine. Donc, si t est compris entre moins 1 et 1, ça converge normalement, pour ceux qui savent, etc. Donc, on a le droit d'inverser le signe limite et le signe intégral. D'accord? Donc ça, vous m'en faites cadeau pour le moment, parce que je ne l'ai pas encore prouvé. Mais on va admettre, parce que c'est pas ça le but là, moi je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec arctangente. Donc on admet qu'on peut inverser, donc c'est la limite quand n tend plus l'infini de ce truc là. Et là, du coup, c'est une somme finie, une intégrale d'une somme finie de polynôme, là. L'intégrale de polynôme, on sait le faire, vous voyez. Hein, du coup, je peux marquer l'intégrale dans le signe somme, là, il n'y a pas de problème, c'est une somme finie. Et somme de 0 à x de ça, ça on sait le faire, ça fait t 2i plus 1 sur 2i plus 1. Donc là, ok. Hop, donc voilà la primitive. Pour 0, ça fait 0, hein, donc ça fait bien exactement ce truc-là. Et donc finalement, j'en ai déduit que arctangente x, si on admet ce théorème, ça peut s'écrire comme une somme infinie, donc ce qu'on appelle son développement en série entière, d'accord? Moins 1 puissance i, x puissance 2i plus 1 sur 2i plus 1. Donc là, voilà, arctangente x, grâce au fait que c'est dérivé très simple, on peut trouver son développement facilement, son développement en série entière. Bon, on peut le faire aussi pour arcsinus, arcosinus, sinus, cosinus, tangente, enfin bref. Mais pour arctangente x, c'est vraiment fastoche, et je veux dire, même historiquement, les gens ils pouvaient le faire, même s'ils ne connaissaient pas beaucoup de théorie, parce que vous voyez, le calcul, voilà, même en admettant que ça marche, on pouvait avoir une intuition assez rapide du calcul. Donc en l'occurrence, Madhava, un mathématicien indien aux alentours de 1400, connaissait déjà plus ou moins cette formule. En tout cas, ils l'ont appliquée à arctangente de 1. D'accord? Et ils ont dit que ça fait pi sur 4. Donc c'est ce qu'on appelait la formule de Leibniz quand j'étais petit, parce qu'on n'avait pas encore découvert les travaux des mathématiciens indiens. C'est assez rigolo, mais il y a plein de théorèmes qui sont de noms de mathématiciens européens, Newton, Leibniz, Gauss, etc., qui en fait étaient connus par des mathématiciens arabes des centaines d'années avant, ou des mathématiciens indiens, mais juste on n'avait pas encore déchiffré leurs écrits, et donc on a découvert assez récemment, je pense qu'il y a 10-20 ans, que c'était Madhava qui avait démontré en premier cette formule-là. Autrement dit, la formule que pi il est égal à la limite de cette somme-là. Enfin à 4 fois 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième plus moins 1 septième plus 1 neuvième moins 1 onzième, etc., etc. Donc ce qu'on appelait la formule de Leibniz il y a longtemps, maintenant la formule de Madhava-Leibniz, parce qu'on n'a pas enlevé, mais il n'y a pas de raison qu'on ne l'appelle pas juste formule de Madhava, hein, mais bon. Voilà, peut-être à terme on virera Leibniz complètement, mais... Bon, alors c'est cette formule-là, voilà, et donc ça permet de calculer des décimales de pi. D'accord, ils l'ont utilisé, mais en fait, en pratique, même avec 1000 termes, on arrive à 3,14, et ça ne converge pas très très vite, c'est pas terrible, terrible. Mais bon, quand même, ça a permis de, voilà, une formule qui permet de faire un peu comme Archimède, trouver les 2-3 premières décimales de pi, quoi. Bon. Oui, alors, arnaque. J'ai dit que la formule n'était pas vraie pour moins 1. Je me suis foutu de la gueule de ceux qui l'utilisaient pour dire n'importe quoi, et je l'ai fait. C'est mal. Heureusement que vous veillez au grain et que mes petits étudiants ont vu que j'avais arnaqué. Bah oui, ça marche pas pour 1. J'ai dit si valeur absolue de x est strictement petit que 1. Donc de nouveau, il y a un théorème sur les séries entières qui dit que sous certaines conditions, quand le rayon de convergence est 1, alors on peut... bref. J'ai complètement arnaqué, ok, donc voilà, donc la formule est vraie, hein, je vous promets, ça marche, ça converge vraiment vers pi, mais je ne l'ai pas du tout démontré en fait. Alors, tous les calculs que tu as fait avant, ils ne servent à rien. Alors quand même pas, heureusement, parce qu'en fait, celle-là en plus, elle converge très très lentement. Donc Madhava, il l'avait un petit peu amélioré en fait, en utilisant la formule suivante, en disant, voilà, arctangente de 1 sur racine de 3, c'est pi sur 6. Pourquoi? Parce qu'il y a des formules qu'on connaît, vous savez, hein, justement pour pi sur 6, on sait que le sinus c'est 1,5 et que le cosinus c'est racine de 3 sur 2, et donc quand on divise 2, ça fait 1 sur racine de 3. Et ça c'est très bien, parce que, rappelez-vous notre formule. Notre formule, elle dit que c'est moins 1 puissance i, x puissance 2i plus 1. Vous voyez, donc quand je remplace racine de 3, ça fait i 3 puissance 2i plus 1, ça fait racine de 3, le 1, fois racine de 3 puissance 2i, ça fait 3 puissance i. Et donc ça converge vachement plus vite, parce que là, il y a ce terme-là qui tend vite vers 0, vous voyez. Donc autant là, c'était pas terrible, autant là, ça devient super. Vous voyez. Donc,
pi, c'est 2 sur racine de 3 fois 1 moins tout ça. Alors ça converge vachement plus vite. Bon, il y a une autre difficulté, il y a tout ce paye quand même, c'est que racine de 3, on ne le connaît pas avec une précision infinie non plus. Donc il faut commencer par calculer les décimales de racine de 3. Donc là, on a un algorithme que je ne vous ai jamais expliqué, que vous ne connaissez pas sans doute, mais qui permet de calculer à la main toutes les décimales d'une racine carrée, aussi loin qu'on veut. C'est comme poser une division en gros. Voilà. Et donc ça, on sait le faire. C'est lent, je veux dire, il faut être patient, mais on peut trouver toutes les décimales de racine de 3 à la main, si on y prend assez de temps. Et donc, quitte à faire ça, avec cette série qui converge bien, on arrive à calculer des décimales de pi vachement mieux. Et en l'occurrence, on a réussi à trouver comme ça, avec ces techniques, que les 10 premières décimales de pi, donc voilà, que pi valait ça. Vachement mieux que 3,14 qu'on avait avec la formule de Leibniz. Donc voilà. Donc c'est super. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire encore mieux, avec des trucs qui convergent encore plus vite? Eh bien si. Donc justement, c'est la formule de machin, qui a été trouvée donc par John Machin, c'est pas une blague, hein. Ouais, la formule de machin, j'ai oublié parce qu'on se rappelait plus le nom du gars, vous voyez, c'est la blague habituelle quoi. Formule de truc, formule de machin, ben non, la formule de machin en maths ça veut dire quelque chose, c'est la formule de John Machin, qui vivait en 1706, et qui a trouvé cette formule-là. Alors là, j'ai vachement réfléchi pour savoir comment il avait pu trouver ça, et je n'ai pas la solution. Si quelqu'un sait, il y a un lien quelque part où on dit comment il a fait pour la trouver, parce qu'on va la démontrer, il n'y a pas de problème, mais comment il a pensé à ce 1 sur 239, moi ça m'intéresse. Donc si quelqu'un a une idée, honnêtement, moi je ne sais pas comment il l'a trouvé. Donc après, on va voir pourquoi ça fonctionne, mais voilà, j'ai vraiment essayé de comprendre quelle astuce a pu lui dire, tiens, il fallait rechercher par là. Bon alors, donc ça c'est une formule super bien, parce que vous voyez, du coup, là, déjà 1 sur racine de 3, qui était 1,7, ça convergeait vachement plus vite, mais là, 1 sur 5, vous voyez, alors là, au carré, 1 sur 25, ou d'après 1 sur 125, ou d'après 1 sur 625, vous voyez, après 1 sur 3000, ça converge vachement vite, là, pour le coup. Pour ça, j'en parle même pas. Alors là, lui, très rapidement, il devient complètement négligeable par rapport à lui. D'accord, donc voilà. Donc ça permet de converger vachement plus vers pi, et du coup, ça a permis, par exemple, de trouver les 100 premières décimales de pi. Même, je crois qu'il y en a un qui a montré 700 décimales de pi avec cette formule-là. Donc voilà. Là, pour le coup, bon, après, on peut toujours s'amuser à calculer des millions de décimales, mais déjà, on peut dire que là, on connaissait pi vachement bien, quoi, grâce à cette formule-là. Alors, comment on fait pour la prouver maintenant? Parce que c'est bien beau, je ne vais quand même pas vous laisser comme ça. Alors, il y a deux méthodes. Une méthode un peu avec les formules de Trigo, donc voilà, je vais en parler un petit peu parce que c'est fun, et puis une autre méthode avec les nombres complexes. Alors, c'est toujours un peu les deux revers de la médaille. Avec les nombres complexes, c'est plus court, mais il faut connaître les nombres complexes. Et on n'aime pas trop, donc on dit, oh, c'est compliqué. Alors, ce qui n'est pas vrai, c'est les nombres complexes, c'est du bonheur. Mais bon, j'espère vous faire une nouvelle fois la démonstration que les nombres complexes, ça simplifie la vie quand même. Mais donc, faisons la preuve à l'ancienne, avec les formules de Trigo. Donc, il y a déjà une formule qu'il faut connaître, d'accord? Bon, alors, moi je pense pas qu'il faut la connaître, je pense qu'il faut savoir la retrouver, mais il faut savoir la retrouver, c'est un petit peu long, parce qu'il faut connaître sinus x plus y et cosinus x plus y. Et ça, on les retrouve en écrivant que ei x plus y, c'est eux fois eiy, d'accord? Donc du coup, cos x plus y, c'est la partie réelle de ce produit, on calcule, hop, sinus x plus y, c'est la partie imaginaire de ce produit, on l'a aussi, et puis après on fait sinus x plus y divisé par cos x plus y, on est malin, on simplifie tout ça, et puis on trouve ça. Donc déjà, il y a un peu de boulot. Mais bon, tangente x plus y, c'est tangente x plus tangente y sur 1 moins tangente x tangente y, ok. Ok, bah oui, d'accord, mais alors comment j'applique ça à ça? Parce que mon but, en fait, hein, je ne vous cache pas, c'est de montrer que la tangente de ce truc-là, ça fait 1. Ok? Alors si la tangente de ça, ça fait 1, bah arctangente de ça, c'est pi sur 4. Ok? Donc voilà, c'est une façon de montrer que lui, c'est pi sur 4, c'est de montrer que sa tangente fait 1. Alors on me dit, ah ouais, mais sauf qu'il faudrait montrer qu'il est bien entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors oui, c'est vrai. Et ça, c'est pas très dur. Alors là, par exemple, il faut utiliser une propriété d'arctangente que je n'ai pas encore dit, mais que arctangente x, c'est plus petit que x. Ben, alors si on réfléchit bien, sa dérivée c'est 1 sur 1 plus x2, alors, pour x positif, elle est toujours plus petite que 1. Donc, arctangente x, ça grandit moins vite que x, vous voyez, c'est ça la preuve. On fait le théorème des accroissements finis et c'est terminé. Hein. Où on fait arctangente x moins x, on voit que la dérivée est négative, bref. Mais voilà, donc arctangente 1 cinquième, c'est plus petit qu'un cinquième, donc ça c'est plus petit que 4 cinquièmes. Donc ça c'est 1 sur 239, c'est à peu près que dalle. Hein. Donc voilà, donc ça c'est, en tout cas, c'est plus petit que 1, donc je veux dire, donc c'est plus petit que pi sur 2, donc il n'y a pas de problème. C'est positif et c'est plus petit que pi sur 2, donc il n'y a pas de problème. Si la tangente de ça fait 1, bah ça c'est pi sur 4. Donc on va essayer de calculer la tangente de ce truc-là. Donc on a la tangente d'une somme, la tangente du coup de 4a moins b, bah du coup j'applique la formule avec moins y, donc là d'ici ça devient un moins et ici un plus, hein, parce que tangente de moins x c'est moins tangente x, hein, je vous rappelle. Donc tangente de 4a moins b, ça fait donc tangente 4a moins tangente b sur 1 plus tangente 4a tangente b. Donc j'ai appelé a arctangente 1 cinquième et b arctangente 1 sur 239, vous avez bien compris. Hein. Ok, donc on a cette formule-là, donc là il y a des trucs qu'on peut remplacer, tangente b ça fait 1 sur 239, hein. Là et là. Donc je multiplie tout par 239, ça fait 239 tangente a moins 1 sur 239 plus tangente 4a. Ok, mais il faut encore calculer tangente 4a où a c'est arctangente 1 cinquième.
voyez, avec cette formule-là, si je remplace x et y par a, j'obtiens une formule de tangente 2a. Que voilà, 2 tangente a sur 1 plus tangente a au carré. Ok, mais tangente 4a, bah, tangente 4a, c'est 2 fois tangente 2a. Donc ça fait 2 fois tangente 2a sur 1 moins tangente 2a au carré. Et je remplace tangente 2a par cette formule-là dedans. Vous voyez, bon, je vous passe tous les calculs, je vous les ai faits. C'est un peu pénible. Et donc tangente 4a, voilà une formule. Vous vérifiez, ça vous fait plaisir. Je pense que je ne me suis pas gouré. Donc vous voyez, c'est une galère. Hein. Donc tangente 4a, motivé quoi. On remplace maintenant par a par tangente 1 cinquième. Donc là, l'avantage quand même, c'est que ça fait que du coup, tangente a, c'est 1 cinquième. Tangente a au carré, c'est 1 sur 25, etc. Donc on obtient cette formule-là. Chouette, tangente 4a, et on voit que ça fait 120 sur 119. Et on remplace là-dedans, miracle, hein, 269 fois 120 moins 119, enfin bref, j'ai multiplié tout par 119 en haut et en bas. Ça fait 1. Bon, ça se voit de tête, hein, c'est pas très dur parce que regardez, ça fait 239 fois 120 moins 119, et en bas 239 fois 119, donc il y a 239 de moins, d'accord, plus 120. Là j'ai retiré 119, là j'ai retiré 120, donc j'arrive sur le même nombre à la fin, donc ça fait bien 1. Okay. Mais voilà, donc c'est une galère. Mais on n'a pas utilisé le nombre complexe, sauf peut-être pour retrouver cette formule-là. Ok. Alors que si on utilise le nombre complexe, vous allez voir que ça devient vraiment plus simple, à mon avis. Alors, le truc qu'il faut se rappeler, c'est comment je peux interpréter R tangente de 1 cinquième. En fait, si x plus y est un nombre complexe quelconque, comme vous le savez, on peut l'écrire en forme polaire, R cos θ plus R sinus θ. Donc R, c'est ce qu'on appelle le module de z, hein, la distance entre le point d'affixe z et l'origine. Et puis θ, c'est son argument, l'angle qu'il fait avec l'axe des x et puis le point d'affixe z. Ok. Donc voilà, donc on écrit ça comme ça, et bien donc la tangente θ, finalement je peux l'interpréter, vous voyez, hein, tangente θ, c'est ce que j'obtiens si je fais y sur x. D'accord. Donc tangente θ, c'est, voilà, si j'interprète ça, θ comme l'argument d'un nombre complexe, bah, c'est y sur x. Et donc autrement dit, eh bien θ, s'il est dans moins pi sur 2, eh ben, θ c'est arctangente de y sur x. D'accord. Alors ça veut dire quoi que θ est dans moins pi sur 2, bah, ça veut dire qu'il faut que je prenne un nombre complexe dont l'argument est entre moins pi sur 2, autrement dit, dont la partie réelle est positive. C'est pas très dur, il faut que x soit positif. Ok, voilà. Donc si je prends un nombre tel que x est positif, eh ben, n'importe quel nombre, θ, son argument, hein, ça va être l'arctangente de sa partie imaginaire divisée par sa partie réelle. Bah donc moi je veux arctangente de 1 cinquième. Eh ben allez, y égale 1, x égale 5, paf, ça passe. C'est l'argument de 5 plus i. Et 1 sur 239, l'argument de 239 plus i. Ok. Mais du coup, je peux interpréter cette formule en tant qu'argument, c'est ça qui est top. 4 fois l'argument de 5 plus i, c'est l'argument de 5 plus i puissance 4, moins l'argument de 239 plus i, bah, c'est divisé par 239 plus i. Et donc l'argument de tout ça, c'est l'angle qui est là. Et bien là, si on fait le calcul, un petit calcul de maths, alors pour vous montrer que ça c'est vrai, vous faites ça fois ça plutôt. Hein. Vous développez ça, vous montrez que ça fois ça, plutôt que de faire la division, enfin comme vous voulez. Mais ça sur ça, ah, ça fait 2 sur 1 plus i. Donc l'argument de ce nombre-là, c'est bien pi sur 4. Hein, oui. Lui, c'est bon. Hein. 2 plus 2i, l'argument, c'est pi sur 4. Là, on connaît bien. Hein. Donc, bah, l'argument de ça, c'est pi sur 4. Bah, donc, ça, c'est égal à pi sur 4. Voilà. Alors, hein, mais ça, je veux dire, ça, je l'ai fait pour expliquer ce que c'était le rapport entre les complexes et arctangentes. Mais quand on le connaît, qu'on a compris le truc, je veux dire, on voit en 2-2, bah, cette formule-là, c'est équivalent à ça, quoi. Alors, c'est équivalent à ça égale un multiple de 1 plus i positif. Bon, bah, après, on calcule et basta, quoi. Donc vous voyez, voilà, ça devient relativement simple quand on connaît les nombres complexes. Bon alors, les formules de type machin, il y en a d'autres. En fait, après, on a amélioré un petit peu. Vous voyez, Gauss a trouvé une autre. Hein, ce qui est important, c'est le plus... Là, dans tous les nombres qui est là, c'est le plus petit. C'est lui qui va être le facteur limitant hein, sur 18, certaines puissances. Alors ça converge très vite, mais voilà, lui c'est encore plus vite et lui c'est encore plus vite. Donc en fait, il faut avoir parmi tous les nombres qu'on a dans les formules, il faut avoir les plus petits possibles à chaque fois. Hein, donc les plus grands dénominateurs possibles. Donc là, déjà, c'était mieux qu'un cinquième, ça convergeait plus vite. Ensuite, alors je n'ai pas fait toute la liste, hein, parce qu'il y en a. Regardez Wikipédia, formule de machin, vous allez en trouver plein. J'ai juste mis la dernière qui a été trouvée sur Wikipédia, peut-être qu'il y en a d'autres depuis, hein, voilà, par un jeune homme dont je ne sais pas trop prononcer le nom. En 2003, vous voyez, donc là, le plus petit dénominateur, hein, c'est 239. Donc, le plus grand nombre qui intervient, donc là, c'est 1 sur 239, voilà. Donc, c'est invraisemblable. Je pense qu'il a utilisé, évidemment qu'il a utilisé l'ordinateur pour des trucs pareils. Et donc ça converge encore bien plus vite sur pi. Mais en fait, ça ne sert vraiment plus à rien. De mon point de vue, ce n'est pas très très utile parce que pour le coup, même si on veut calculer des milliards de décimales de pi, on a une formule de Ramanujan qui va encore plus vite que les formules de machin. Donc,
Je ne vais pas en parler maintenant, mais enfin bref. Donc, à part le fait que ce soit joli, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais donc c'est bien hein, de le faire, hein. Soyons clairs. Hein. Ok. Donc voilà, des petites formules bonus pour terminer sur arctangente que je ne vais pas prouver, parce que, à mon avis, honnêtement, à part des exos exprès pour utiliser ces formules, ben, je ne sais pas trop à où ça sert, mais enfin. Arctangente x plus arctangente 1 sur x, figurez-vous que c'est pi sur 2 fois le signe de x. Donc ça, c'est pas très dur à prouver. Hein. Voilà, le 1 sur x vous empêche de vous mettre sur r tout entier, donc vous mettez soit r sur r plus, sur r moins, vous calculez la dérivée de ça, vous allez voir que ça fait 0. Voilà. Donc la somme des deux, hein, c'est juste une formule de composition des dérivées, arctangente de 1 sur x, quand on dérive, bah, c'est moins la dérivée d'arctangente. Donc, voilà, donc et puis on voit que si x est positif, c'est plus pi sur 2, si x est négatif, c'est moins pi sur 2, hein, simplement pour des raisons toutes bêtes, hein, voilà, parce que ça c'est négatif quand x est négatif, hein, et c'est positif quand x est positif, donc la constante n'est pas la même en fait sur les deux intervalles, et voilà, c'est plus pi sur 2 quand. La dérivée est tout le temps nulle sur chaque intervalle, d'accord, donc c'est une fonction constante, mais elle n'est pas définie en 0, et c'est pas la même constante de chaque côté. C'est moins pi sur 2 sur r moins, et moins pi sur 2 sur r moins, et plus pi sur 2 sur r plus. Quoi. Ok, mais honnêtement, moi, à part des exos qui étaient faits exprès pour utiliser ça, j'ai jamais utilisé. Donc, bon. Et puis sinon une autre, alors là c'est un peu la formule de la somme des tangentes, mais à l'envers, vous voyez. Hein, on a vu tangente A plus B, c'était tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Du coup, on peut trafiquer pour te ramener une formule arctangente X plus arctangente Y, c'est arctangente de ça. Alors en plus, il y a des petits coefficients, ça ne marche pas toujours bien. Voilà, voilà. Honnêtement, moi, si j'en ai besoin, j'essaie de la retrouver. Je veux dire, voilà, je fais les calculs et puis voilà. Et je vais trouver directement C plus pi avec les valeurs de x, y que je connais. Quoi. Donc je me suis jamais, en fait, j'ai jamais utilisé. Mais bon, ça existe, c'est sympa, donc voilà. Très bien, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, maintenant vous connaissez tout sur arctangente. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.